Et si la colère qu'on ressent tous parfois, si elle n'était pas juste une fatalité, Hmm. mais Une création. une création qu'on pourrait peut-être apprendre à déconstruire. Aujourd'hui, on va explorer une conversation, je trouve, vraiment passionnante sur cette émotion, la colère, et surtout sur les moyens de la transcender. On part d'un témoignage, quelqu'un qui voit bien ses propres schémas, mais qui reste comme accroché. Oui. Accroché par la colère au point de parfois la créer lui-même dans des situations toutes bêtes. C'est une expérience très, très humaine, ça. On se reconnaît, je pense, beaucoup là-dedans. Et la question clé qui est soulevée, elle est double, en fait. D'où vient cette colère un peu autogénérée? Mhm. Et puis surtout, comment on s'en libère? Mais sans la combattre frontalement, quoi. L'analyse, elle tourne autour de l'identification et du rôle de ce qu'on appelle souvent l'observateur intérieur. Alors justement, cet observateur. Mais d'abord, comment la colère prend racine? Même quand on a l'impression de la voir arriver, comment elle s'installe comme ça? Et c'est là que ça devient vraiment, intéressant. Oui, L'idée forte qui émerge, c'est que le carburant principal, le truc qui nourrit la colère pour qu'elle dure, c'est notre identité. C'est notre histoire perso, le fameux moi. le moi-je. Voilà, ce moi. Et on découvre que sans cet attachement au moi, la colère, elle perd son énergie. Elle peut plus vraiment s'installer durablement. C'est comme si on lui coupait les vivres, quoi. C'est une perspective, essentielle. Et ça nous mène tout droit à cette notion du témoin intérieur. C'est l'idée qu'il y a une partie de notre conscience, en quelque sorte, qui perçoit la colère, Mhm. mais qui n'est pas la colère elle-même. L'analogie qui est donnée, c'est celle du témoin impartial au tribunal, tu vois? Oui, je vois bien. Il observe la scène, les faits, mais il n'est pas dans l'action. Il n'est ni l'accusé, ni la victime. Tant qu'il reste juste observateur, il est extérieur au drame. Prendre conscience de cette part de nous, celle qui observe sans forcément juger, c'est une étape fondamentale. D'accord. Mais alors, si ce témoin est là, pourquoi on se laisse si souvent emporter? La différence clé, ça semble être entre juste observer l'émotion qui monte et s'identifier à elle. L'énergie de la colère, elle peut monter, c'est normal, c'est un phénomène naturel. Mais l'idée ici, c'est que si le moi ne s'en saisit pas, si on ne dit pas «je suis en colère», Exactement. Si on ne s'approprie pas l'émotion, c'est ça. Elle ne provoque pas cette déflagration intérieure. Elle passe comme un nuage. La vraie question, ça devient est-ce que cette émotion, cette vague, crée une victime en nous? Quelqu'un qui souffre, qui se sent attaqué? et c'est là que les relations, les interactions, elles jouent un rôle de catalyseur. La présence d'une autre personne, nommée Surina, dans l'échange, Oui. ça agit comme un miroir. Surtout quand il y a un lien affectif fort. La réaction de l'autre, ou notre propre réaction face à l'autre, ça met en lumière cette colère. Ça nous pousse un peu à nous en occuper. D'accord. Et le progrès, alors, c'est pas forcément de ne plus jamais être en colère. Non, pas nécessairement. Le progrès, il se mesure plutôt par la réduction drastique du temps pendant lequel on reste collé, identifié à cette colère. Passer de, disons, plusieurs jours de rumination, de honte parfois, Oui, ça peut durer. à quelques minutes. Quelques minutes où on reconnaît « Ah, tiens, voilà la colère », et puis on arrive à se désengager. Ça, c'est un changement très concret, un vrai signe que quelque chose bouge. Et cette capacité à se désengager plus vite, ça mène justement à une transformation plus profonde qui est évoquée. L'idée de passer de l'état de personne, Mhm. avec tout son bagage, ses réactions automatiques, son ego, à l'état de présence. La présence, ce serait quoi? Cet espace de conscience silencieux, où la personne et ses réactions peuvent être simplement vues, observées comme des phénomènes passagers. C'est ça, c'est voir le moi non plus comme le fond de notre être, mais comme une construction. Une construction qu'on peut regarder, observer. Ça a l'air presque simple, dit comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi c'est si difficile de juste rester dans cette présence? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce saut? Bon, il y a plusieurs freins qui sont mentionnés. D'abord, il y a des résistances intérieures, des habitudes mentales très très ancrées. Elles nous ramènent à l'identification, parce que notre sentiment d'exister, il est souvent lié à ça, à cette histoire personnelle. Oui, c'est confortable, même si c'est douloureux parfois. Exactement. Et paradoxalement, même le confort matériel ou une vie qui devient plus agréable, ça peut devenir un piège, une sorte de somnolence, quoi. Ça nous détourne de cette vigilance intérieure. Le but, attention,
Ce n'est pas de ne plus jamais ressentir d'émotions difficiles, Non, bien sûr. bien sûr partie de l'expérience humaine. Mais c'est plutôt de cultiver le discernement, de voir l'illusion de cet ego qui prend tout pour lui, qui se sent tout le temps menacé ou en lutte. La compréhension intellectuelle, ça suffit pas. La vraie réalisation, elle est expérientielle. Il faut le voir en soi, ce mécanisme, avant de pouvoir le reconnaître chez les autres d'ailleurs. Et la source de toute cette souffrance qui revient sans cesse dans notre vie perso et dans nos relations, elle est clairement pointée du doigt. C'est l'ego. C'est cette construction du moi, cette espèce de préférence pour soi qui repose sur des fondations finalement assez fragiles. Tout à fait. Et la discussion, elle insiste sur le besoin de trouver en soi cet espace de présence, cet arrière-plan silencieux qui, lui, ne peut pas être empoisonné ou perturbé par les événements, par le tumulte des émotions. Au fond, toute cette exploration, elle nous guide vers une libération. Libérer le potentiel humain qu'on a tous en nous. L'amour, la compassion, un certain sens de la justice, les libérer de ce que la conversation appelle la prison de la personnalité. La prison de la personnalité, c'est fort comme image. Oui, devenir plus vaste, plus global. Non pas par un effort de volonté surhumain, mais juste comme une conséquence naturelle de ce regard intérieur qui s'élargit. La diversité des personnalités, elle est vue comme une richesse. Ça fait partie du jeu de la vie. Le problème, c'est pas la différence en soi. Non. C'est l'ego qui s'y attache, qui s'y identifie et qui crée la séparation, la souffrance. Et la réflexion finale, elle nous laisse avec une idée assez vertigineuse. Et si on était des êtres bien plus vastes que ce qu'on croit? Des êtres qui auraient juste oublié leur vraie nature. Si on peut observer la colère, si on peut même observer ce moi qui se dit en colère, alors qui ou quoi est cet observateur ultime? Cet espace silencieux qui reste là, imperturbable, même au milieu de la tempête. Qu'est-ce que ça change vraiment, au fond, de réaliser qu'il y a peut-être en nous une part que toute l'agitation du monde et de nos pensées ne peut jamais atteindre?